mais ça permet en fait d'accompagner des projets sur 24 mois, donc des projets qui ont été réfléchis. C'est le meilleur levier pour assurer le développement des exploitations viticoles et puis leur pérennité. Ce qui est difficile, c'est à quel moment on travaille sur la subvention. Parce que si on y travaille trop tôt, ça ne sert à rien. Si on y travaille trop tard, c'est trop tard. Bonjour, je suis Francis Cabot, je travaille au sein de la région Occitanie, à la direction de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'alimentation et du tourisme. Et je suis spécifiquement chargé du suivi des filières vitivinicoles et oléicoles sur l'ensemble de l'Occitanie. Donc en fait, au niveau de la région accompagne le développement économique, c'est sa vocation première, dans notre région, des entreprises, et donc met en place des dispositifs d'accompagnement sur des projets de développement, et donc dans tous les secteurs, et a fortiori dans le secteur agricole et agroalimentaire. Donc en fait, sur ma diapo, je distingue deux types d'entreprises. Pour que vous compreniez bien, il y a une distinction réglementaire entre une exploitation agricole et une entreprise. L'exploitation agricole, je prends toujours l'exemple d'une cave particulière, qui va être sous forme d'exploitation, c'est-à-dire qu'elle va exploiter un vignoble, vinifier du raisin, le stocker, le conditionner, le commercialiser. Elle aura un statut d'exploitation agricole. Quand elle va prendre une certaine ampleur, elle va se structurer juridiquement et peut-être différencier ses activités juridiquement. Par exemple, la vinification, la commercialisation à travers une SAS ou une SARL. Et là, en fait, elle rentre dans le champ des entreprises parce que réglementairement, elle est considérée comme un négociant quelque part, même si elle commercialise 100% de la production de l'exploitation. Donc, on a des dispositifs exploitation et la région travaille, c'est autorité de gestion des crédits du FEADER, du Fonds européen de développement rural. Et donc, la plupart de ces dispositifs sont développés dans le cadre du FEADER. Ce sont des programmes pluriannuels et le nouveau programme vient d'être adopté le 9 juin sur ces deux dispositifs pour la période 2023-2027. Donc en fait, je vais commencer par les entreprises agroalimentaires. Donc à titre d'exemple, par exemple une coopérative, une union de coopératives, un producteur négociant type Gérard Bertrand ou une structure particulière qui aura créé sa structure d'aval, entre dans le champ de ce dispositif FEADER PSN Agroviti. Pour ce type d'entreprise, d'autres dispositifs sont disponibles. Chacun de ces dispositifs, quelque part, permet d'accompagner du digital, dans une certaine mesure. Mais la voie royale pour les entreprises agroalimentaires, et notamment en viticulture, c'est le dispositif FEADER. Pour toutes les productions agricoles qui sont éligibles à ce dispositif, c'est la clé d'entrée. Dans une moindre mesure, pour les activités non éligibles, c'est soit que ce n'est pas un produit agricole, comme l'eau par exemple, ou qui ne sont pas des activités produites en région, des produits produits en région, comme le café ou le chocolat. Mais donc 95% des productions de notre région entrent dans ce dispositif. Ensuite, il y a le contrat 3S pour les très gros dossiers, ou le contrat entreprise d'avenir qui va permettre, le cas échéant, d'aller chercher de l'avance remboursable sur augmentation de besoins en fonds de roulement ou masse salariale. En fait, sur ce dispositif, je vais essayer d'être clair, mais l'éligibilité à un dispositif, ça concerne un bénéficiaire, donc une nature juridique, un type d'activité et des dépenses. Donc sur ce dispositif sont éligibles les entreprises dès leur création, jusqu'à 500 salariés, quel que soit le chiffre d'affaires ou le total bilan. Il faut que leur activité porte sur la transformation ou le conditionnement ou le stockage ou la commercialisation de produits agricoles ou de produits issus de produits agricoles. Par exemple, le raisin, lorsqu'on le vinifie, le vin reste un produit agricole. Lorsqu'on le distille pour en faire de l'armagnac, par exemple, ça n'est plus un produit agricole. Il faut que l'entreprise ait son siège dans notre région ou au moins un établissement actif et ne pas être en difficulté financière au sens européen du terme. En gros, c'est ne pas être en redressement et ne pas avoir de fonds propres négatifs. Voilà, les dépenses d'investissement, c'est un dispositif qui intéresse différentes filières, fruits et légumes,
viticulture, oléiculture, élevage, deuxième transformation, et qui permet d'accompagner des dépenses matérielles ou immatérielles. Pour le vin, on est dans un cas particulier. Le matériel est parti depuis plusieurs années sur des financements FEAGA, France Agrimaire, mais la région finance tout l'immatériel. Et l'immatériel, c'est du conseil externe, j'y reviendrai sur les sujets qui vous intéressent, ou des recrutements, par exemple, de community managers, ou de commerciaux, ou de qualiticiens. Donc c'est ce que je vous ai brièvement indiqué ici. Un cas particulier, parce que ça, tout à l'heure on parlait, pardon, un élément particulier, parce qu'on parlait tout à l'heure d'export parmi les intervenants. L'export agroalimentaire ou l'export tout secteur est traité dans le cadre du contrat d'entreprise d'avenir. C'est un dispositif transversal à toutes les directions de la région. Mais le cas particulier pour la viticulture, c'est qu'il est traité dans ce dispositif. Donc l'export viti, spiritueux et produits à base de vin relève de ce dispositif. Au niveau des taux d'aide, il y a un taux d'aide de base de 20%, avec deux bonifications, 10% lorsque l'entreprise est en bio, enfin, transforme et commercialise des produits bio ou sous SICO. C'est largement le cas en viticulture. On a la plupart du temps des produits sous SICO et beaucoup de bio. Et 10% de plus lorsque l'entreprise est dans une démarche engagée dans une démarche RSE. Le plancher de dépenses est de 60 000 € et le plafond d'1 million d'euros. Ce qui est important à retenir là, c'est que 60 000 € en clé d'entrée, ça paraît important, mais ça permet en fait d'accompagner des projets sur 24 mois, donc des projets qui ont été réfléchis, et j'y reviendrai après, mais donc on analyse de manière très précise le projet stratégique de l'entreprise et le plan d'action qui en découle et qui nous est présenté. Voilà, donc on a 3 grands axes d'analyse d'un dossier. Le PSE et la situation économique de l'entreprise à travers une analyse financière. L'ancrage territorial du projet, il y a une forte priorité qui a été donnée par les élus sur les productions régionales. L'idée étant de conforter, d'apporter de la valeur ajoutée sur les exploitations et d'accompagner des projets à impact, que ce soit sur un impact économique, environnemental, sociétal ou un impact sur la filière concernée. Voilà, donc c'est un dispositif en fait qui est ouvert sous forme d'appel à projet, qui comporte plusieurs des périodes. Pour cette première année, premier appel à projet, il y a 3 périodes, dont la première a débuté depuis le 14 juin. C'est-à-dire qu'il est possible donc de déposer des dossiers depuis le 14 juin jusqu'au 31 août, et après une autre période s'ouvrira. Une nouveauté par rapport à ce que peut-être certains d'entre vous ont connu jusqu'à présent, c'est la dématérialisation des outils de dépôt des dossiers, outils, gestion et paiement. Donc en fait, l'entreprise qui souhaite déposer un dossier va sur le site Europe en Occitanie. Il y aura un onglet qui va la guider sur donc, le site Europac, et là elle va pouvoir disposer d'un formulaire de dépôt, des notices, de toutes les annexes, enfin de tout ce qui permet, y compris des aides pour pouvoir être guidé dans le bon dépôt du dossier, pour déposer son dossier. Donc le second dispositif qui s'adresse plus particulièrement aux exploitations s'appelle le dispositif unique. En fait, précédemment, déjà, la région Occitanie était issue de la fusion de 2 régions. Et donc, on avait un certain nombre de dispositifs qui se cumulaient et qui ont perduré jusqu'à ce nouveau dispositif. Et au niveau des exploitations, en fait, il a été décidé de fusionner l'ensemble des dispositifs préexistants dans un seul pour plus de simplicité pour les agriculteurs. Donc les agriculteurs, ce sont des exploitants agricoles, soit en nom propre, soit sous forme sociétaire. Ça peut être des jeunes agriculteurs avec des GIA ou sans des GIA, ou des agriculteurs
déjà installés depuis un moment. Le dispositif unique donc, c'est un outil global d'accompagnement des investissements, matériels ou immatériels, des agroéquipements, des outils numériques et stratégiques en matière de digitalisation et des démarches de commercialisation. Les taux d'aide donc, peuvent aller dans ce cas-là jusqu'à 50%, 25% en taux de base, une bonification de 10% pour un jeune agriculteur ou un nouvel installé. Un nouvel installé, c'est sans DGA, mais installé depuis moins de 5 ans. 10% de plus lorsque l'exploitant commercialise des produits sous agriculture biologique ou SICO, et 10% de plus s'il est installé en zone de montagne. Voilà, il y a des taux spécifiques pour les investissements agro-environnementaux, c'est-à-dire tout ce qui est en fait matériel de substitution au désherbant chimique ou aux produits de synthèse. Et là, les agences de l'eau cofinancent et donc ça peut monter jusqu'à 80% d'aide. Ça, c'était la récurrence, donc je ne vais pas m'appesantir, sachant que vous pourrez disposer de ces diapos auprès des organisateurs. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'une entreprise, une exploitation qui veut déposer un dossier aura le droit de déposer un seul dossier sur la période, jusqu'à 300 000 € de dépenses éligibles. Mais si elle rentre dans le contrat d'agriculture durable, je vais en parler pendant 30 secondes, ça va lui ouvrir la possibilité d'avoir 3 dossiers sur une période. Jusqu'à 500 000 € de dépenses éligibles. Voilà, en fait, le contrat agriculture durable, en fait, c'est un accompagnement qui a été mis en place et qui va permettre à l'exploitant de bâtir un projet de transition agroécologique avec des objectifs de performance. Donc, il pourra être accompagné gratuitement par en fait, des prestataires sélectionnés par la région. Et donc, ça n'est pas une obligation, il n'y a pas de sanction à la fin de la réalisation de son projet, mais c'est en fait une incitation à la démarche de progrès vers une transition agroécologique. Au niveau des dépenses éligibles, donc, et par rapport au numérique, sont éligibles tout ce qui est outils d'aide à l'agriculture de précision, les pulvérisateurs, les équipements de protection contre les aléas climatiques, les logiciels de pilotage de l'irrigation, appareils de mesure, système de régulation électronique sur les matériels d'irrigation. Après, tout ce qui est étude de faisabilité, acquisition de logiciels de gestion et de commercialisation, site internet marchand et l'export pour les primo-exportateurs, que ce soit sur le marché européen ou sur le grand export. Là aussi, un appel à projet, ouvert également depuis le 14 juin, qui va permettre une programmation sur l'année qui sera renouvelée jusqu'en 2027. Voilà. C'est très difficile de... Je comprends. Ben, merci bien pour toutes ces informations à la fois intéressantes et très utiles. Et maintenant, pour entrer un peu plus dans le détail, je vous propose d'accueillir Jérôme. Je vais le laisser se présenter et ensuite je lui demanderai comment se passe de façon la plus concrète possible, pour ceux qui nous écoutent, le déroulement d'une demande de subvention. À vous. Oui, vous m'avez vu tout à l'heure pour mon activité d'été, qui est la partie no-tourisme, et mon activité d'hiver, qui est une activité de conseil auprès des vignerons pour les aider dans leur démarche stratégique ou dans leur démarche d'accompagnement de dossiers de subvention, en fait. Et donc, j'accompagne des vignerons, des syndicats aussi, pour les aider à s'y retrouver dans toutes ces aides, en fait, qui existent. Voilà. Au niveau de la question que vous m'avez posée... D'un point de vue concret, pratique, comment ça se passe dans la réalité Ce qu'il faut voir, c'est que donc, Francis a présenté les nouveaux dispositifs pour la région, mais il existe aussi d'autres enveloppes d'aide. Il existe des enveloppes d'aide au niveau France Agrimaire, par exemple, au niveau européen. Il existe des aides aussi au niveau des communautés de communes, en fait, qui sont dans le cadre des projets leaders. Et donc, en fonction du projet,
il faut cibler sur une aide ou sur une autre, en fait. Et en général, on ne peut pas cumuler les aides, en fait, puisque il faut choisir l'aide au départ, en fait, et présenter qu'un seul dossier. Et donc, il faut vraiment, à partir du projet, de regarder le type d'aide qu'on doit monter, en fait. D'accord, merci. Alors, les subventions, effectivement, sont très, très utiles, mais bien souvent, ça ne suffit pas. Hein. Donc, on doit passer par un financement plus classique, qui est le financement bancaire. Et donc, nous accueillons donc Samuel Brenetto. Donc, je laisse se présenter plus en détail. Et ensuite, je lui demanderai pourquoi le banquier va s'intéresser à l'innovation dans la filière du vin. Oui. Merci pour votre accueil. Bonjour à tous. Donc je suis Samuel Brenetto et je suis expert vin et spiritueux à la direction de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Crédit Agricole SA. Alors le Crédit Agricole s'intéresse à l'innovation parce que nos clients seront là demain et il est nécessaire d'anticiper l'avenir, de les préparer. Alors ça passe par l'innovation, c'est le meilleur levier pour assurer le développement des exploitations viticoles et puis leur pérennité. Alors cette innovation, elle va de la vigne en passant par la vinification jusqu'au commerce. Et en fait, face aux multiples défis de la viticulture actuellement, alors des défis en termes d'adaptation au changement climatique, des défis en termes de transition agri-environnementale ou des défis commerciaux. L'innovation est vraiment le meilleur moyen d'y répondre, et on l'a vu ce matin lors des différentes tables rondes. Alors, le Crédit Agricole va être acteur de l'innovation par différents moyens. Il va d'abord être prescripteur, et ça passe par ces villages. Vous avez le kakémono à l'entrée de la salle. Il y a un dispositif de 44 villages dans lesquels des startups vont pouvoir passer 2 ans pour accélérer leur activité. On va être également souscripteur de startups. Alors on a différents fonds qui sont dédiés au niveau de développement des startups, des entreprises. On est également partenaire de l'innovation. On a un partenariat avec la WineTech notamment, ou la ferme digitale. Et enfin, faisons la promotion de l'innovation par différents événements. Après, en ce qui concerne le financement de l'innovation, ça va dépendre de la maturité des projets. Alors, le financement de l'innovation sur des startups, ça va passer par des levées de fonds. On va pouvoir souscrire à des levées de fonds. Pour des entreprises plus établies, ça va être via de la dette. Et enfin, pour les viticulteurs, on va financer par du crédit, souvent moyen terme, les investissements innovants. Je vais vous donner un exemple. On peut donner l'exemple de la robotique en viticulture, qui est un moyen de participer à notamment les robots électriques, de réduire les émissions de carbone. Et bien, on va être souscripteur d'une start-up via un fonds, par exemple Capagro, qui a souscrit chez un fabricant de robotique viticole. Et puis on va financer les agriculteurs via nos crédits moyen terme Agilor pour acheter un robot. Et je pense que c'est vraiment important d'être présent sur ce segment, parce que le business model, ça nous permet, en suivant les innovations, on suit l'évolution des business models, et ça nous permet de bien être en phase avec les besoins des clients. Par exemple, on passe de plus en plus d'une économie de la propriété à une économie de l'usage, et donc il faut
il faut apporter les solutions pour répondre à ces besoins. Merci. Donc on a vu l'importance des subventions, de leur obtention au travers de l'accompagnement, le financement bancaire. Et pour être complet et terminer ce tour d'horizon, donc on va demander à Mathilde Dumoulin de se présenter plus en détail et de voir qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus par rapport à tout ça et faire le point sur les aides complémentaires qui n'ont pas été évoquées encore. Merci. Bonjour à tous, Mathilde Dumoulin, société Aiming. Rapidement sur Aiming, on est un groupe international de conseil. On est présent un peu partout en Europe. On a des bureaux également aux États-Unis, au Canada et au Japon, et un fort ancrage en France, notamment dans la région toulousaine et sur le bassin méditerranéen de manière plus globale. Ça se traduit par des partenariats avec la Mêlée qui nous accueille aujourd'hui, mais également avec la French Tech ou AgriSud par exemple. Moi, mon travail consiste à accompagner mes clients, mes futurs clients, pour sonder leurs besoins en matière d'aide en innovation et à définir le champ des possibles pour eux, tant, vous l'aurez peut-être compris, le champ des possibles est vaste en matière d'aide à l'innovation. Si on doit les catégoriser rapidement, on peut identifier 2 grandes catégories, ce qu'on va appeler les aides directes, que sont les subventions, les levées de fonds, les prêts, et les aides indirectes qui vont, pour faire un résumé succinct, être des crédits d'impôt qu'on va pouvoir activer dans une autre temporalité. Concrètement, une subvention, une levée de fonds, ça s'active avant d'avoir démarré son projet. Une fois que son projet est né et a commencé, une fois qu'on a engagé des efforts, on va pouvoir activer ces nouveaux leviers que sont les crédits d'impôt. Et donc, ils existent pour pouvoir vous aider à être plus compétitif et tout au long de la vie de vos activités de recherche et d'innovation. Merci. Alors, effectivement, maintenant qu'on a vu tous ces dispositifs qui sont complémentaires, Francis, vous qui êtes donc un acteur majeur donc de cet appui, qu'est-ce que vous pensez de tous ces dispositifs? Est-ce que, d'après vous, aujourd'hui, un agriculteur a les moyens de ses ambitions dans l'innovation? En fait, je pense que dans la gamme des dispositifs disponibles, qu'ils soient directs ou indirects, effectivement, l'agriculteur va pouvoir trouver des moyens d'être accompagné. Après, par pratique, des fois, selon la structure de l'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire de sa stature et sa structuration en termes de ressources humaines, elle a plus ou moins de facilité à aller s'informer et pouvoir après voir quelles sont les démarches vraiment pour déposer un dossier. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a des structures qui peuvent les accompagner. Et puis aussi, le dépôt d'un dossier, c'est pas l'épée de Damoclès qui va tomber sur la tête s'il y a la moindre erreur, quoi. Un dossier, ça se dépose, ça se complète, on peut solliciter les structures qui les portent pour pouvoir savoir comment au mieux renseigner son dossier. Et après, il y a une ou 2 règles de base à savoir, c'est que, on ne commence jamais, vous l'avez dit, pour des subventions, on ne commence jamais un projet avant d'avoir déposé un dossier, parce qu'il est considéré comme déjà engagé. C'est une règle de base européenne. Et le deuxième, c'est qu'il faut, parce qu'on analyse une stratégie, donc il faut qu'il soit argumenté. Donc argumenté, ce n'est pas 60 pages, mais c'est la bonne information, c'est que l'instructeur retrouve la bonne information qui lui permettent de dire « Ok, on accompagne ce dossier ». Ensuite, pour être plus complet, la région travaille avec d'autres interlocuteurs sur quel que soit le sujet, hein, les agendas de l'eau sur certains sujets, la Team France Export sur l'export, enfin voilà. Et ça permet d'apporter une meilleure information, une meilleure connaissance aux porteurs de projets pour qu'ils sachent ce qu'ils peuvent solliciter et comment. Merci. Et donc Jérôme, avec votre expérience, est-ce que vous pouvez nous dire les principales difficultés que vous rencontrez dans votre démarche? Ce qui est difficile, c'est à quel moment on travaille sur la subvention. Parce que si on y travaille trop tôt, ça ne sert à rien. Si on y travaille trop tard, c'est trop tard. Il ne faut pas non plus monter un dossier, monter un projet pour chercher des subventions. Il faut vraiment monter son projet et ensuite aller voir comment on peut la faire accompagner, en fait. Et il ne faut pas le dénaturer non plus pour chercher à rentrer dans une subvention ou dans une autre, en fait.
Et donc c'est très difficile des fois pour je vois pour des clients vignerons de se dire j'ai réfléchi à mon projet il est prêt, j'appuie pas sur le bouton parce que maintenant on va déposer une demande de subvention et j'appuierai sur le bouton qu'après avoir déposé la demande de subvention, puisqu'en général ça fait partie des critères en fait qui sont demandés. On ne démarre pas un projet tant qu'on n'a pas déposé la demande de subvention. Pour ne pas mettre devant le fait accompli les financeurs forcément en fait. Et donc ça veut dire qu'il y a une étape finalement qui doit se temporiser en fait entre le moment où on a tout réfléchi, où le projet est tout prêt, et le moment où on va lancer les différentes démarches, où on va faire intervenir les maçons si c'est de la construction, ou les fabricants de cuves si c'est des problèmes de cuves en fait. Et ça des fois c'est difficile à comprendre parce que les vendanges elles arrivent à un moment donné et donc on a besoin de rentrer les cuves au mois de juillet, mais s'il faut déposer le dossier au mois d'août, non, on ne dépose pas le dossier au mois d'août, ou on attend une année. Et donc des fois la temporalité va être compliquée à gérer dans le fonctionnement des subventions. Et donc pour rester effectivement dans les difficultés éventuelles, au niveau bancaire, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à un client qui se présente pour maximiser les chances de réussite de son dossier? Enfin, pour maximiser les chances de réussite, il faut bien préparer son dossier, étudier les différentes solutions, les différentes possibilités, réaliser un business plan et voir présenter aux conseillers également le ROI attendu sur l'investissement. Après, les conseillers sont des experts de la filière, ils sont formés pour ça. Donc c'est intéressant parce qu'ils seront réceptifs aux attendus de l'innovation, des innovations. On l'a dit à plusieurs reprises, d'être accompagné, c'est important. En quoi consiste de façon pratique, moi je suis toujours très concret, pratique, votre accompagnement chez Aiming? On m'entend? C'est bon? En matière de financement de l'innovation, il y a des étapes essentielles à ne pas rater. Alors quand on parle de subvention, il faut effectivement monter son dossier au bon moment, viser la bonne subvention. En matière de financement indirect, de crédit d'impôt, il faut d'abord s'assurer que notre activité est bien éligible à ce crédit d'impôt. Il y a un canevas institutionnel qui n'est pas du tout intuitif, qui demande à sortir de la vision produit de notre travail habituel. Et donc nous, on va aider nos clients à identifier leur périmètre d'activité éligible et à capitaliser tous les éléments de preuve dont ils vont avoir besoin en cas de demande de l'administration par la suite. Parce qu'un crédit d'impôt, c'est comme pour nous particuliers, c'est complètement déclaratif. Par contre, on peut, comme nous particuliers, être contrôlé pendant 3 ans après déclaration. Donc il faut s'assurer de disposer de tous les éléments dont on va avoir besoin de justifier auprès de l'administration. La deuxième étape, ça va être bien évidemment d'aller identifier toutes les dépenses qu'on va pouvoir retenir dans le calcul de notre crédit et de calculer ce crédit selon les règles en vigueur qui ne sont pas tout à fait intuitives non plus. Et puis la dernière étape, qui est souvent la plus complexe pour nos clients, ça va être de constituer ce qu'on appelle un dossier justificatif technique qui va venir retranscrire les travaux qu'on aura sélectionnés et comme éligibles à un ou l'autre des crédits selon le formalisme attendu. Et donc on prend ça en charge pour nos clients et jusqu'à prescription de l'année déclarée, donc jusqu'à 3 ans après avoir opté au dispositif, on va les accompagner pour répondre à toute éventuelle demande de l'administration. Merci. Alors on le voit, il y a énormément de dispositifs. Donc si vous avez des questions... Bonjour. Alors, je me rapproche un petit peu. Oui, Marc Lambert, RLIT. Merci pour ce panorama d'aide et de financement. Moi, je viens d'un groupe qui est basé à Aix-en-Provence. On a une antenne ici à Montpellier, en Occitanie. Et on travaille beaucoup sur l'accompagnement de la transformation digitale. Et on a toujours le même sujet. C'est comment on finance cette transformation digitale ou transition digitale, comme on en a parlé tout à l'heure. Là, vous avez énoncé plusieurs leviers. Il y en a un que je n'ai pas entendu, c'est les pôles de compétitivité. Nous, du côté PACA, région sud, on a le pôle SCS qui travaille beaucoup sur tout ce qui est transformation
digital, orienté sécurité et data IA. Je connais bien parce que c'est mon activité. Est-ce qu'il existe des leviers équivalents en Occitanie qui peuvent aider sur des sujets très techniques, très orientés, techniques, et qui puissent être transverses suivant les métiers et donc être directement allouables au métier du vin et aux exploitants? Enfin, pour ce qui concerne les exploitants, les vignerons, les négociants, c'est des sujets sur lesquels ils n'ont pas accès en fait. Je pense que ça va plutôt concerner les entreprises de la tech en fait, qui vont être sur de l'innovation. Mais il y a, enfin, à ma connaissance, les pôles de compétitivité existent ici aussi dans la région, mais ils vont être plutôt de la mise en relation, du travail en collaboratif, mais pas de financement, en tout cas pour les vignerons et pour les gens du vin en fait. Ouais. Je vous confirme qu'on a un dispositif qui est soutenu par l'Europe et qui est mandaté au travers du pôle de compétitivité que j'ai cité, mais il y en a d'autres, hein, et qui est orienté vers tout type de PME et de TPE, quel que soit le format et le secteur d'activité. Donc le vecteur, c'est comment aider à apporter la transformation digitale auprès des acteurs métiers et pas d'être très verticalisé par rapport à un secteur d'activité. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse le plus, parce que justement, quand on parle de transformation digitale, c'est très transverse comme problématique, et on peut faire bénéficier d'acteurs d'acteurs avec des moyens plus petits que des gros acteurs tels que des gros industriels. On peut en faire bénéficier des technologies qui sont très similaires. Mais pour ça, il faut être soutenu. Et c'est pour ça qu'en Occitanie, je connais pas. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Et peut-être qu'il y a des leviers à faire avec les pôles de compétitivité voisins. Ça peut arriver dans certains cas. Après, le dispositif qu'a présenté Francis doit pouvoir répondre à cette demande aussi. Ouais. Enfin. Ce matin, il y a eu une récurrence sur la nécessité de faire un diagnostic finalement de maturité, un état des lieux sur la transfo digitale, avant de pouvoir imaginer quoi que ce soit en termes de transfo digitale. Moi, ce que j'ai compris des dispositifs que j'ai vus là, c'est on a la feuille de route, on connaît le projet, on fait une demande. Est-ce qu'il existe, au niveau de l'Occitanie, des aides qui sont probablement moins importantes, mais qui permettent aux petites entreprises de faire ce diagnostic, qui va permettre tout le reste, hein, mais qui va subventionner cette première étape? Qui peut, je pense que oui. En fait, les dispositifs que je vous ai présentés permettent de faire ça. Mais effectivement, il y a eu un resserrement par rapport aux dispositifs préexistants où on avait un double dispositif qui était les passes, qui étaient de petites aides très ponctuelles, très réactives, et qui n'existent plus par rapport à ce qu'on appelait les contrats qui étaient plus structurants. Là, on est dans des projets plus structurants, mais qui permettent d'accompagner une demande ponctuelle, mais le biais de ça, c'est le seuil de dépenses éligibles au dispositif. Donc forcément, 20 000 € sur les exploitations et 60 000 sur une entreprise. Mais voilà, on peut accompagner différentes démarches de diagnostic stratégique, ciblées ou plus larges, avec ces dispositifs. Voilà. Ouais. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Je rappelle que votre présentation est disponible, hein, vous nous l'avez fournie, donc on pourra la donner sur simple demande pour les personnes intéressées. Merci encore et puis on continue la journée. Merci.